Bonjour à toutes et tous, l'équipe éditoriale des numéros spéciaux et moi-même sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur l'innovation responsable qui s'inscrit dans le cadre, des Mardis de l'innovation. Donc vous pourrez retrouver le programme, sur le site du réseau, de recherche pour l'innovation. Je vous donnerai, le lien, à la fin de cette présentation. Donc ce webinaire fait suite à la parution des numéros spéciaux de la revue Innovation, paru donc dans le Journal of Innovation Economics and Management et la revue d'économie et de management de l'innovation. Ces numéros spéciaux émergent donc d'une réflexion commune avec l'ensemble des éditeurs invités, qui était que ce sujet de l'innovation responsable, c'est un phénomène latent et dont tout le monde parle au niveau pratique et théorique, mais on n'était pas vraiment satisfait de la façon dont le sujet était traité. Et c'est pour ça qu'on a lancé cet appel à contribution auprès donc de la communauté scientifique, la communauté académique, pour éclairer ce sujet de l'innovation responsable sur le quoi, donc sur la définition même du concept, sur le comment, hein, comment finalement l'innovation responsable, elle peut être possible, et alors, et sur donc les défis de cette innovation responsable. Donc ce webinaire, il va se dérouler de la manière suivante. Donc dans un premier temps, on va vous présenter rapidement, donc avec Thierry Reyna, les articles qui figurent dans le numéro spécial, en français et en anglais. Dans un deuxième temps, il va y avoir une table ronde, avec quelques-uns des auteurs qui sont présents et que je remercie, pour leur présence et leur contribution. Dans un troisième temps, on va, donc Pierre-Jean Barlatier et Julien Pénin vont présenter les grandes conclusions, de ces numéros spéciaux. Et puis dans un quatrième temps, il y aura un temps d'échange, de questions et réponses. Et donc, quelques petites consignes, hein, pour que ce webinaire, se déroule au mieux. Si vous avez des questions, merci de les poser directement et au fur et à mesure dans le chat. Comme ça, moi, ça me permettra ensuite de les collecter et de les collecter pour, les poser un peu plus tard. Et pour le confort de toutes et tous aussi, je vous demanderai de couper, et de faire attention à couper vos micros, et de couper les caméras de ceux qui n'interviennent pas. Donc en fait, pour les différents temps, je propose que chacun, quand vous intervenez, vous allumez bien évidemment votre caméra. Si vous n'intervenez pas, vous coupez votre caméra et à la fin, au temps d'échange, on pourra justement, tous mettre nos caméras pour voir un petit peu, qui se cache derrière les écrans noirs. Et sachez aussi que sur chacune des slides, vous trouverez donc des QR codes qui renvoient directement aux articles. Donc n'hésitez pas à flasher le QR code et vous irez, directement sur l'article. Alors, maintenant, je vous propose de présenter, l'équipe éditeur. Donc, là, Pierre-Jean, Thierry, vous pouvez rallumer votre caméra pour qu'on vous voit. Donc Pierre-Jean Barlatier, professeur, associé à l'EDHEC Business School. Donc Pierre-Jean travaille sur le management stratégique et l'organisation pour l'innovation ouverte. Valentine Georgier, donc maître de conférence, moi-même, maître de conférence, management à l'Université Côte d'Azur et chercheuse au GREDEC, donc le groupe de recherche en droit, économie et gestion. Je travaille donc sur le lien entre innovation et humanité. Humanité au sens de ce qui fait de nous des humains. Je cherche donc à comprendre l'impact des pratiques d'innovation sur les innovateurs en termes de bien-être au travail, de motivation. Humanité également au sens de la prise en compte de son environnement, de façon globale et donc cherche à comprendre, hein, comment on peut innover de manière responsable. Julien Pénin, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Strasbourg et membre du laboratoire du Bêta. Ses recherches portent donc sur l'économie et le management de l'innovation. Il s'est particulièrement intéressé donc au rôle et conséquences socio-économiques de la propriété intellectuelle, aux relations entre science et industrie, ainsi qu'aux modalités ouvertes d'organisation du processus d'innovation. Et enfin, nous avons Thierry Reyna, qui est professeur de management de l'innovation à l'École polytechnique et membre donc du laboratoire ICUBE CRG. Il est le directeur de la chaire Technology for Change également de l'Institut polytechnique de Paris. Et donc, ses recherches portent sur l'impact au sens large des technologies numériques et leurs conséquences pour la stratégie d'entreprise, en particulier en termes de business model et les politiques publiques. Voilà, c'était une présentation rapide donc des éditeurs invités de ces numéros spéciaux. Et maintenant qu'on
on s'est présenté, je vous propose de présenter les papiers qui composent ces numéros spéciaux. On va commencer avec le premier papier, qui est donc celui de Céline Bourbousson et Nadine Richez-Battesti. Donc Céline, qui est donc maîtresse de conférence à l'Université Côte d'Azur, et Nadine Richez-Battesti, qui est professeure à Aix-Marseille Université. Qui a pour titre donc caractériser les rôles de l'innovation sociale et de l'innovation responsable dans les initiatives locales de transition. Alors, l'idée vraiment de départ de ce papier, c'était de comprendre les différences entre innovation sociale et innovation responsable et de comprendre le rôle de chacun de ces deux paradigmes dans la transition socio-économique. Cette étude, elle se base sur un cas unique, une organisation qui est passée donc d'une association sociale à un tiers-lieu. Et les résultats de ce papier, ils montrent que l'innovation sociale, elle est davantage ancrée dans une dimension territoriale que l'innovation responsable. Et l'innovation responsable, en tant que paradigme d'innovation, se focalise davantage sur le rôle de l'entrepreneur et des objectifs de compétitivité. Donc ce papier, il permet de dresser une première distinction finalement théorique et pratique entre innovation sociale et innovation responsable. Donc, n'hésitez pas à flasher le QR code pour y avoir accès. Le second papier, je te laisse Thierry le présenter. Alors, on ne t'entend pas. Très bien. Désolé, je ne les avais pas dans le même ordre, mais c'est pas grave. Donc, en fait, le second papier, c'est un papier qui s'appelle Peer Production as Mindful and Responsible Innovation, The Case of Fabric Academy, de Laetitia Thomas, qui est docteur en sciences de gestion et facilitatrice de la transition écologique. Anastasia Pistofidou, qui est cofondatrice de Fabric Academy et cofondatrice de Fab Textile. Peter Troxler, qui est directeur de la Hoge School Rotterdam. Et Cindy Kotala, qui est professeure de design pour le sustainability et le développement durable. Et donc, l'idée de ce papier, c'était de voir la manière dont les intentions des designers qui sont impliqués dans le design pour le développement durable peuvent être source d'innovation responsable quand elles sont implémentées de manière collective. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi de manière situationnelle une étude de cas au sein du programme Fabric Academy, pardon, qui est un programme de 6 mois dans les textiles et les nouvelles technologies, qui est enseigné au sein d'un réseau assez large de Fab Labs, qui se focalise notamment sur les questions d'open source et d'approche hands-on. Et donc, en fait, dans ce cadre, il y a à la fois des designers et des consommateurs qui se rassemblent pour pouvoir innover ensemble. Et en fait, ce que la recherche montre, c'est que cette nouvelle manière d'approcher la pédagogie permet en fait d'augmenter les compétences technologiques et tout ce qui est alors, self-awareness, désolé, j'ai du mal, mais voilà, donc de manière à transformer tout un tas de produits, de services et de pratiques. Et donc, l'idée, c'est de voir en quoi ces transformations des apprenants permettent effectivement de répondre à des problématiques d'innovation responsable, c'est-à-dire tout ce qui est trait à l'anticipation, l'accessibilité, l'inclusion et la responsivité. Super. Merci beaucoup Thierry. Donc ensuite, on a un papier qui s'appelle «Vers une responsabilité sociale de l'entreprise stratégique» de Sophie Bollinger, donc maître de conférence à l'Université de Lorraine, ainsi que Marion Necam et Claude Guittard, qui sont eux-mêmes maîtres de conférence à l'Université de Lorraine. Donc vraiment, l'idée de ce papier, c'était de dépasser la vision un peu C'est ancienne. Strasbourg, Valentine. Comment? C'est l'université de Strasbourg. Université de Strasbourg. Ah ben désolée, Université de Strasbourg. Donc, l'idée de ce papier, c'était vraiment de dépasser la vision un peu ancienne, de la RSE, en abordant la RSE vraiment comme un outil stratégique pour les organisations. En se basant sur une étude de cas multiples, 7 organisations européennes, les auteurs ont mis en évidence que la RSE était à la fois une opportunité de consolider, ses ressources, tout en offrant, l'opportunité, d'innover. Ce qui en fait une dimension stratégique pour l'organisation. Et donc les auteurs ont identifié également des enjeux internes et des enjeux externes
qui sont associés à cette RSE stratégique en fonction donc de 3 dimensions, des 3 dimensions de la RSE qui sont, la dimension sociale, économique et environnementale. Le prochain papier, Thierry, je te laisse le présenter. Alors, donc c'est un article qui s'appelle Implementation Challenges of Innovation Policies Fostering Sustainability, Evidence from a French Public Grant for Technological Startups. Et c'est écrit par Alice Carl, qui est maintenant Chief Impact Officer à Inco, Venture Associate, et qui vient de terminer sa thèse à EQUB-CRG. Et donc, voilà, qui est encore associé en tant que chercheur à EQUB-CRG. Donc, la question de ce papier est simple, c'est-à-dire qu'en fait, on a des politiques publiques en termes d'innovation qui, pour l'instant, ont surtout été tournées ces dernières décennies dans l'idée de promouvoir l'entrepreneuriat. Mais évidemment, dans cet entrepreneuriat, il y a aussi l'entrepreneuriat qui est source d'innovation irresponsable. Donc, la question, c'est qu'est-ce que les politiques publiques peuvent permettre à ce niveau. Et en fait, on a de la chance, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, Alice a eu de la chance, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui s'appelle iLab, qui est une source de financement public pour les startups, qui a commencé assez récemment à rajouter des critères d'impact dans ces évaluations des startups. Et donc, du coup, cet article étudie les conséquences de l'arrivée de ces critères d'impact et met en avant notamment que même si l'idée est bonne à la base, le fait que ce soit arrivé du point de vue des entrepreneurs un peu comme un cheveu dans la soupe, ils se retrouvent, pour reprendre un autre adage populaire, un peu comme une poule face à un couteau. Et donc, ça a des effets qui, certes, peuvent être utiles dans le sens où ça permet aux startups de commencer à se poser des questions, mais qui ne sont pas si efficaces que ça, puisque finalement les startups sont prises au dépourvu et ont un peu la tentation de faire un peu de l'impact du greenwashing. Et donc il y a une vraie recommandation dans l'article d'améliorer ces programmes en faisant en sorte d'anticiper en amont de manière plus large et de former les startups et aussi de poser les critères d'assessment dans le programme d'une manière qui soit, in fine, plus efficace. Et donc je continue. Donc le prochain article, c'était qui est intitulé «L'intelligence artificielle peut-elle être une innovation responsable?» Donc article, rédigé par Louis Vuarin, donc post-doctorant à Télécom Paris, Pedro Gomes Lopez, qui est doctorant à l'École polytechnique et enfin David Massé, maître de conférence à Télécom Paris. Donc souvent, ces 2 notions, hein, la technologie et la durabilité sont souvent mis en opposition, donc ce lien dans ce papier est questionné. Donc cette étude, elle contribue à la fois à la littérature sur les défis, de l'adoption de l'IA et de son inscription dans une démarche d'innovation responsable. Donc elle discute également des risques et des opportunités associées à la multiplication de concepts, hein, pour inscrire les technologies émergentes dans une démarche d'innovation responsable. Voilà pour présenter rapidement ce papier. Prochain papier. Donc, ce papier s'appelle Responsible Innovation and Digital Platforms, The Case of Online Food Delivery. Donc, clairement, tout le monde a tendance à considérer que les services de livraison de nourriture à domicile ont tendance à être soit une innovation irresponsable, soit être source d'innovation responsable. Mais finalement, la question que se pose cet article, c'est mais la faute à qui? Et donc, l'objectif de ce papier, en regardant de cet article, en regardant finalement ce cas particulier des applications mobiles de livraison de nourriture à domicile ou au bureau, en fait, est de fournir une grille qui permette d'identifier les différentes sources d'innovation irresponsables. Et donc, en fait, la conclusion, c'est que en fait, ces sources sont multiples. Et donc, il y a pas qu'un responsable pour les responsabilités de cette innovation. Et donc, la contribution, c'est en fournissant cette grille qui permet d'identifier des multiples sources d'innovation irresponsable. Mais évidemment, ça fournit une contribution importante en termes de réfléchir à des moyens de rendre ce type de service plus responsable. Et enfin, le dernier papier,
si je ne me trompe pas. Donc s'intitule «Commun et innovation, une relation paradoxale», donc écrit par Jean-Benoît Zimmermann, professeur des universités à Aix-Marseille Université. Et donc ce papier adresse une question, paradoxale, hein, l'ouverture de l'innovation et à la fois la fermeture de l'appropriation de l'innovation. En d'autres termes, pour innover de manière responsable, la question des écosystèmes est, indispensable et donc l'ouverture de l'entreprise et de ses processus à de nouvelles sources d'innovation l'est également. Ce qui pousse à penser que l'entreprise peut être gérée finalement comme des communs. Cependant, qu'en est-il quand l'entreprise se confronte à une réalité de protection de sa propriété intellectuelle? Hein, ce papier, qui permet de prendre un peu de hauteur sur le sujet, permet de proposer, des pistes de réflexion intéressantes sur ce paradoxe. Voilà, donc c'était le dernier papier. Donc je vous propose maintenant, de passer à la table ronde. Vous l'aurez compris, néanmoins que ces, numéros spéciaux adressent l'innovation responsable, sous des approches, des formes et des niveaux différents et multiples. Donc j'en profite pour remercier les auteurs pour leur contribution et maintenant je vous propose donc de discuter avec certains d'entre eux à travers, un format de table ronde. Donc, je remercie, l'ensemble des intervenants de la table ronde pour leur participation et donc vous pouvez, allumer vos caméras si vous le souhaitez, les participants de la table ronde et je vous propose donc de commencer je ne vous vois pas forcément tous, voilà, c'est bon. Je vous propose donc de commencer, cette table ronde avec Jean-Alain Hérault, professeur émérite à l'université de Strasbourg, dont le papier, est intitulé. Ouais, j'ai mis une petite fiche aussi, dont le papier est intitulé «Recherche et innovation, une approche critique de l'éthique et de la responsabilité revendiquée». Et donc c'est un article qui a été coécrit avec, René Kahn qui est avec nous aujourd'hui, qui est maître de conférences émérite de l'université de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Voilà, donc Jean-Alain, on parle depuis le début, d'innovation responsable, mais de quoi parle-t-on vraiment? Donc dans votre papier, vous discutez de la notion d'éthique, et de la notion de responsabilité. Est-ce que vous pourriez revenir, sur la définition que vous faites de l'éthique dans votre papier? Et est-ce que vous identifiez, plusieurs éthiques et que faites-vous comme distinction avec la notion de responsabilité? Eh bien, nous avons effectivement travaillé sur la notion qui est centrale dans les numéros spéciaux, les deux numéros, qui est cette notion d'innovation responsable, mais on l'a croisée avec celle d'éthique de la recherche, de recherche éthique. Et on a travaillé sur ces deux notions qui sont souvent commentées dans la littérature récente. Donc, on parle très souvent de recherche éthique et d'innovation responsable. Alors, on peut déjà se demander pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas intervertir les qualifications. Apparemment non, et je vais essayer de m'en expliquer. D'abord, pour répondre sur la différence entre ces deux qualificatifs. Bon, c'est assez simple. Pour qualifier quelqu'un de responsable, encore faut-il avoir défini un référentiel. Et c'est là qu'on a besoin de l'éthique ou de l'éthique sous des formes variées. Donc, si je n'ai pas défini le cadre éthique, je ne peux pas après dire que telle personne est responsable ou pas. Ça va ensemble. Maintenant, alors la référence pour savoir si on est responsable ou pas, ça peut être la morale, le droit, la loi, ça peut être le contrat. À ce moment-là, on parle d'éthique déontologique ou professionnelle. Mais c'est aussi la notion philosophique fondamentale qui est l'éthique. Et c'est une notion qui émerge il y a 2500 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quelque part d'incontournable philosophiquement. On a essayé de rattacher les débats et les problèmes actuels autour de la responsabilité autour de cette notion philosophique qui est vraiment fondatrice de notre civilisation. Alors voilà, donc le chercheur responsable, ben, il doit respecter l'éthique du chercheur. Là où ça se complique, c'est s'il y a plusieurs niveaux différents possibles. Est-ce que je parle de l'éthique absolue du chercheur en tant qu'humain? Alors ça, c'est vraiment la définition philosophique. Ou est-ce que je vais regarder
des choses qui sont un petit peu plus limitées, comme par exemple des protocoles professionnels. Un de ces protocoles professionnels est extrêmement connu, c'est le serment d'Hippocrate, qui a donc 2500 ans, mais qui est toujours une référence pour les médecins. L'actualité fait réémerger ces questions avec l'aide à mourir dans la dignité. Voilà. Donc, aider quelqu'un à mourir, ça peut être soit exactement ce qu'il faut faire, soit le diable absolu, suivant ma référence éthique. Et tout le problème de l'éthique, c'est qu'elle génère, enfin, il n'y a pas qu'une éthique, voilà, et donc il y a des conflits éthiques, et là est le principal problème. Voilà. Alors après, est-ce que je peux dire aussi que l'innovation peut être éthique ou pas? C'est probablement encore plus difficile de définir l'éthique de l'innovation que l'éthique de la recherche, parce que l'innovation est un processus extrêmement collectif. Donc l'innovation, entre la première idée qui la lance et la réalisation, il y a une foule d'acteurs hétérogènes. Donc chacun a sa part de responsabilité, mais ça devient extrêmement difficile de définir le cadre éthique de l'innovation. Mieux vaut parler d'une manière un peu plus molle de responsabilité, en laissant un petit peu derrière le rideau toutes les références philosophiques qu'il faudrait mettre. Voilà. Est-ce que j'ai encore une petite minute ou... Oui, encore 1 minute. Voilà. Alors, maintenant, si on se réfère à la philosophie, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles et beaucoup de définitions différentes. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment la science économique, au cours de son développement, comment est-ce qu'elle s'est développée par rapport à la question de l'éthique. En fait, il vaut mieux, et c'est le point de vue qu'on utilise dans notre article, quand on veut parler d'éthique au sens philosophique, c'est-à-dire absolu, on préfère employer le terme de métaéthique. Un certain nombre de philosophes ont déjà commencé il y a quelques années à faire cette proposition. Parce qu'en réalité, les philosophes s'intéressent aux grands principes qui guident le comportement moral, mais entre l'éthique des vertus d'Aristote, l'éthique au sens de Kant, etc., etc., et ce qui est peut-être un peu plus opérationnel pour nous, nos jours, il y a une distance énorme. Donc, ce n'est pas vraiment un concept opérationnel. Alors, ça a deux conséquences, et je m'en arrête là provisoirement. On a différents cadres éthiques qui vont interférer et qui vont rendre très difficiles les choses. Et chaque fois que je vais définir des règles éthiques sur un sujet bien précis, quand on veut être opérationnel, il faut avoir un sujet précis, je pratique de l'éthique en silo. Et le problème, c'est que l'exigence philosophique d'éthique, c'est justement pas de rester dans des silos. Donc il y a une espèce de contradiction immédiate, conceptuelle, entre l'idée de vouloir être éthique et de définir des éthiques par rapport à des problèmes précis. Merci beaucoup Jean-Alain. Donc, je vous remercie pour, cette définition, en tout cas, ces éclairages autour de la définition même de ce que peut être l'innovation responsable. Et maintenant, je vous propose de passer, en fait, à une autre séquence de la table ronde qui parle plutôt et qui pose la question plutôt du comment. Et donc, comment, au niveau des politiques publiques, des entreprises, des académies, on peut justement mettre en œuvre cette innovation responsable. Donc, je propose de continuer avec Isabelle Liotard, donc, qui est maître de conférence en économie à l'Université Sorbonne Paris-Nord, qui présente donc un papier coécrit avec Valérie Revest, professeure des universités à l'IAE de School of Management, et donc un papier qui est intitulé Grand Challenges, Innovation Policy and Contests. Alors, donc ça, c'était pour présenter le papier. Et donc, Isabelle, comme expliqué précédemment, donc l'innovation responsable nécessite la mobilisation de différentes parties prenantes, on l'a un peu évoqué, et l'implication donc de différentes organisations
deux natures différentes dans le processus d'innovation. Et donc dans ce cadre-là, les politiques publiques jouent un rôle important dans la mise en œuvre, hein, de l'innovation responsable. Est-ce que vous pouvez et c'est ce que vous expliquez dans votre article et donc ma première question finalement, c'est en quoi les politiques publiques jouent un rôle important pour permettre l'innovation responsable? Merci beaucoup, Valentine, pour cette première question sur le comment, hein, de l'innovation responsable. D'où notre point dans l'article est le suivant, c'est que les politiques publiques, et notamment nous, ce qu'on a essayé de faire dans le papier, c'est de se focaliser sur les politiques publiques d'innovation, ont un réel rôle moteur pour essayer de déployer, développer, alors à leur mesure, l'innovation responsable, notamment au niveau de l'Europe, puisque c'est un des points du papier. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est que ces politiques publiques, de par, on peut essayer de s'approcher de l'innovation responsable par le truchement de leur design et de leur dynamique, de leur organisation, de la manière dont elles sont pensées, et tout ça peut constituer un point de départ pour prendre en considération l'innovation responsable. Et pour essayer d'appréhender cette thématique, on a décidé de regarder de plus près un objet particulier que ce qu'on a appelé les grands challenges. Les grands challenges, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont finalement des grandes questions à la fois technologiques, sociétales, technologiques et sociétales, ça peut être souvent les deux, qui sont des grandes questions auxquelles sont confrontées les politiques publiques d'innovation, alors que ce soit aux États-Unis ou en Europe, hein, puisqu'on a essayé de faire un petit tour de table de ces grandes questions. Et pourquoi les politiques publiques sont un petit peu embêtées par rapport à ces grands challenges? Parce que la littérature, hein, notamment, leur a donné un nom à ces grands challenges. On les a appelés problèmes pernicieux, wicked problems. Hein. Ce sont des questions relatives, alors quelques exemples, hein, au changement climatique, au réchauffement climatique, à l'environnement, à la santé. Ce qu'on a vu arriver en 2020 avec la pandémie, bah, c'est un problème pernicieux, hein, dont il a été difficile de trouver des solutions. Donc, ces politiques publiques d'innovation, elles font, alors pas tout le temps, mais assez régulièrement face à ce type de problématiques. Et nous, notre point, notre question, c'est de se dire, c'est que finalement, les outils classiques de soutien à l'innovation tels qu'on les connaît, aujourd'hui, ils ont du mal à affronter ce type d'enjeu, hein, ce type de problème. Et on a essayé de réfléchir un petit peu à la question, et en se disant que finalement, pour essayer de répondre le mieux à ce type de problème, il fallait sans doute inclure dans les politiques publiques des critères qui rentrent en résonance avec les principes de l'innovation responsable à la Kuhlmann et RIP. Et les deux critères, les deux points sur lesquels on a porté notre attention dans le papier sont les critères d'inclusivité et d'adaptabilité. Finalement, notre grande question, c'est de nous dire, bah, finalement, comment, dans leur design et leur organisation, les politiques publiques, alors qu'elles soient européennes ou américaines, hein, on pourra parler de l'Europe, peuvent inclure ces deux critères pour apporter plus de réponses à ces problèmes pernicieux. Et donc, l'article tourne autour beaucoup de ces deux critères que sont l'inclusivité et l'adaptabilité, encore une fois, en grande résonance avec l'innovation responsable. Alors, l'inclusivité, tu en as parlé tout à l'heure, Valentine, hein, ça fait référence aux parties prenantes. Finalement, la grande question de fond, c'est comment on peut transformer des outils de politique publique pour arriver vers un peu plus d'inclusivité, et je dirais à tous les niveaux du cycle de vie du service ou de la politique que l'on veut mettre en place, du début
en cours de route et à la fin. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc ça, c'est la question de l'inclusivité. Et l'adaptabilité, c'est aussi un autre critère, un autre principe de l'innovation responsable qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que comment les politiques publiques peuvent être plus dynamiques, être capables d'évoluer très rapidement face à des enjeux sociétaux qui peuvent leur arriver très rapidement sur la tête, on va dire, hein, et comment ils peuvent répondre en étant le plus flexible possible. Donc, ce qu'on a essayé, voilà, dans la réflexion du papier, ça tourne autour de ça. Et en fait, on va faire ensuite dans l'article le lien avec les outils numériques qui peuvent être au service des politiques publiques pour répondre à ces grands enjeux. Voilà. Super. Et du coup, ça m'amène à ma deuxième question. Qu'est-ce que les politiques publiques peuvent-elles mettre en œuvre justement pour innover de façon responsable et en quoi c'est intéressant? Alors, sur la mise en œuvre, dans l'article, on a choisi donc de se focaliser sur l'outil numérique et tout particulièrement sur un outil de soutien à l'innovation, alors qui n'est pas nouveau du tout, hein. Il existe depuis le XVIIIe siècle, hein, c'est ce qu'on appelle les concours d'innovation, mais ils ont été, depuis le début des années 2000, remis au goût du jour à la faveur du numérique. Et donc, notre démarche dans l'article, c'est de prendre cet objet et d'essayer de le regarder, de l'analyser un peu plus finement et de voir comment cet objet, qu'est le concours d'innovation public, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui, peut être mobilisé pour être un socle, oui, un socle de co-construction entre les pouvoirs publics et les parties prenantes, toujours dans un objectif d'innovation responsable. Et donc, on a essayé de combiner voilà, l'outil plateforme numérique avec cet outil concours d'innovation qui, pour nous, est un instrument extrêmement intéressant parce que c'est un instrument qui est polymorphe. Il peut prendre plusieurs visages en fonction des besoins du sponsor qui le lance. Alors, juste une petite définition courte d'un concours, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, c'est un défi qui est lancé par les pouvoirs publics, alors les Européens, les Américains, voilà, tout ça, c'est dans le papier. Alors ce défi, ça peut être une question technologique, une question sociétale, ou les 2, hein, ce que je disais tout à l'heure, avec une récompense à la clé. Et donc ce défi va courir pendant plusieurs mois et puis l'équipe gagnante va remporter le concours. Voilà, c'est un petit peu le principe. Et donc, dans notre travail d'analyse, on a repéré un certain nombre de grands challenges qui étaient intéressants à analyser, notamment en Europe. Il y a un challenge, il y a quelques années, qui a porté sur l'aide humanitaire. Comment essayer de trouver des solutions technologiques peu coûteuses pour venir en aide à des pays en voie de développement. Donc ça, c'est un grand challenge. Ou aux États-Unis, on a analysé, par exemple, un concours qui a un grand concours qui s'appelait le Sunshot Prize, qui vise à trouver des solutions à partir des énergies solaires. Et donc, nous, ce qu'on a essayé, c'est de décortiquer cet outil. Alors, je vais vite, hein, je ne sais pas si j'ai encore quelques secondes, décortiquer cet outil pour essayer de voir concrètement comment les critères d'adaptabilité et d'inclusivité peuvent être appréhendés à tous les niveaux du concours dans un objectif de co-construction avec les parties prenantes. Voilà. Merci beaucoup Isabelle, c'est super, intéressant. Alors maintenant on va passer à un autre papier et un autre participant. Ma prochaine question, ce sera pour, Kevin Levillain, donc qui est maître de conférence aux Mines de Paris, qui présente, un papier, coécrit avec, Blanche Ségrestin et Jérémy Lévesque, donc respectivement professeur et post-doctorant aux Mines de Paris et qui présente donc un papier, enfin voilà, qui a publié un papier qui s'appelle Toward Generative Corporate Governance for Responsible Innovation: The Case of a French Mission Committee. Donc Kevin, votre papier se concentre sur un dispositif particulier, hein, qui émerge au sein des entreprises, les comités de mission. Ces comités, ils ont vu le jour depuis la loi Pacte, où il est demandé aux entreprises à mission d'organiser, hein, ces comités pour rendre compte des actions qu'elles mettent en œuvre pour répondre aux enjeux socio-environnementaux. Donc ma première question, ça va être la suivante, c'est est-ce que vous pouvez nous dire en quoi justement ces comités de mission peuvent être un dispositif
pour l'innovation responsable. Merci beaucoup, Valentine, et bonjour à tous. Alors effectivement, ces comités de mission, c'est un dispositif de gouvernance qui est relativement neuf, puisqu'effectivement, ça a été créé en 2019, mais on peut dire que ça n'est testé par un nombre significatif d'entreprises que, grosso modo, depuis 2021. Aujourd'hui, on a dépassé le nombre de 1500 sociétés à mission en France. Et en fait, évidemment, ce qu'on observe a priori, ce qui ne surprendra personne, c'est une très grande diversité de pratiques. Notre intuition vis-à-vis de l'innovation responsable, c'était de dire, notamment vis-à-vis des attentes qui sont formulées dans la littérature en matière de gouvernance, justement, pour l'innovation responsable, c'est notamment un manque de délibération ou un manque de réflexivité sur les pratiques en matière d'innovation. Ben, on s'est dit justement que le comité de mission pouvait être un bon outil pour fabriquer à la fois cette délibération et cette réflexivité. Et donc, l'ambition de ces comités de mission dans l'esprit de la loi, c'est notamment d'aborder une approche un peu différente des grandes lignes qui sont habituellement discutées pour la gouvernance de l'innovation responsable, qui sont, si je simplifie un peu rapidement, soit une approche par la participation des parties prenantes en essayant de les impliquer le plus possible dans les instances de gouvernance elles-mêmes, soit de jouer davantage sur un levier de reddition de comptes ou d'accountability en anglais pour essayer d'objectiver, d'avoir des critères de suivi. Mais là, ici, il y a une approche un peu différente qui est de savoir comment est-ce qu'on peut au contraire fabriquer un lieu d'expertise, sortir d'une gouvernance par les nombres qui permettent notamment de favoriser l'innovation, mais aussi de créer une forme de contrôle adapté aux thèmes, aux activités propres à chaque entreprise. Mais dans le même temps, il y avait un souci des formes américaines qui avaient inventé ce concept de mission inscrite dans les statuts, notamment les Benefit Corporation, qui sont assez décriés dans la littérature, précisément parce qu'en l'absence de comité de mission, le contrôle, en fait, était très limité de la mission en tant que telle. C'est-à-dire que c'était des entreprises qui peuvent être innovantes, mais grosso modo, on leur demande un rapport annuel pour savoir si elles suivent effectivement leur mission. Mais ce rapport, il est rédigé par l'entreprise elle-même. Il n'y a pas de contrôle externe, il n'y a pas d'organisme tiers indépendant comme il peut y avoir en France. Et donc, il y a plusieurs auteurs qui ont parlé d'une sorte d'un abus potentiel, une forme de mission washing ou de purpose washing, comme on a pu entendre le terme à certains moments. Et donc voilà, notre hypothèse, c'était mission, au sens de la société mission, c'est un engagement juridique. Le comité de mission, c'est un organe de gouvernance dédié à ça. Et donc notre hypothèse, c'était, est-ce que ça ne peut pas justement être un bon dispositif pour lutter contre certaines limites de la gouvernance d'innovation responsable, mais à certaines conditions. Et donc l'enjeu, c'était évidemment d'aller observer ce que font ces comités de mission en pratique. Et justement, ça m'amène à ma deuxième question. Qu'est-ce que vous avez pu observer justement au sein de ces comités de mission et qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour les améliorer? Et peut-être dernière question, est-ce qu'ils répondent vraiment à leur mission? Alors, c'est évidemment tout l'enjeu de la recherche. L'article qu'on a publié, il se concentre surtout sur un comité de mission auquel j'ai pu, moi, assister, donc faire une observation participante dans ce comité de mission. Mais quelques autres comités dont on a les échos ont des équivalents un peu fonctionnels à ce qu'on a observé. J'en reviendrai un peu plus tard sur la diversité qui, voilà, une diversité de pratiques qui ne reflète pas nécessairement ce qu'on a observé dans celui-ci, mais il nous semble que celui dont on parle dans l'article, il a justement trois idées qui sont particulièrement intéressantes pour faire d'un comité de mission un organe potentiel de gouvernance pour l'innovation responsable. Ces trois idées, la première, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire dans un premier abord, l'enjeu de celui qu'on a observé n'a pas été d'évaluer la stratégie qui a été conduite par l'équipe dirigeante, par exemple, pour répondre à la mission qui était inscrite dans les statuts. Les choix stratégiques ont été présentés par la direction générale et notamment avec l'ambition justement de faire un peu réagir le comité de mission. Et en fait, le comité de mission a refusé de se prononcer dès le début sur finalement est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie dans la mesure où il n'a pas un rôle de décisionnaire ou de responsabilité de ce point de vue-là. Et donc, l'enjeu, ça a plutôt été dans ce comité de mission d'identifier là où on manque de réponses, là où il y a des dilemmes qui subsistent, des zones floues où finalement la stratégie de l'entreprise ne répondait pas à, par exemple, des contradictions potentielles qu'il pouvait y avoir entre les engagements ou des éléments qui émergent sur le terrain et pour lesquels la réponse de l'entreprise n'était pas claire,
pas bien articulé. Donc ça, c'est un premier point. On n'évalue pas nécessairement la stratégie donnée, mais on regarde où est-ce qu'au contraire, en fait, on manque en quelque sorte de stratégie. Le deuxième point, c'est du coup, il n'y a pas d'évaluation des impacts ou de suivi d'objectifs, comme on peut lire de temps en temps, les pourcentages, je suis à 97% de mon objectif. Ce n'était pas l'enjeu. Là, d'ailleurs, le comité de mission qu'on a étudié a refusé en fait de fournir des indicateurs quantitatifs pour faire le suivi dans le temps. Et au contraire, ils ont passé leur temps à demander des connaissances plus approfondies sur les sujets de dilemme, justement, qui ont été identifiés. C'est-à-dire, en fait, de rendre l'entreprise responsable, non pas de résoudre le dilemme, mais de produire les connaissances qui sont nécessaires pour le traiter, voire même d'apporter des alternatives stratégiques, de se dire finalement, par rapport à ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on peut discuter de ce qui était possible de faire autrement et d'avoir cet espace de discussion, notamment à destination de la direction générale. Et le troisième point, ça a aussi été un outil, c'est ce qu'on a observé, hein, de valorisation de certains concepts innovants en interne, qui étaient en quelque sorte orphelins, c'est-à-dire pour lesquels les équipes, par exemple, de recherche qu'on avait rencontrées disaient on n'a pas de soutien, par exemple, de la direction générale, ou on a l'impression que ça répond, mais ça ne fait pas partie de la stratégie à proprement parler. Et donc, c'était un endroit, ce comité de mission, pour discuter finalement comment préserver ces concepts innovants, alors que ce n'étaient pas ceux qui étaient, par exemple, le plus en vogue, ceux qui correspondaient au marché ou qui avaient l'air d'être le plus évident par rapport aux produits et aux services qui sont vendus par l'entreprise. Donc ça, c'est trois grandes idées. Et il nous semble que ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on voit bien à quel point c'est différent d'un comité de parties prenantes au sens classique, puisque là, il ne s'agissait pas de représenter les parties prenantes qui pourraient parler de leur point de vue ou de leur intérêt, mais plutôt d'apporter des expertises vis-à-vis de la mission de l'entreprise qui était fixée un peu en amont, puisqu'elle est dans les statuts. Et ça n'est pas non plus un dispositif de reddition de comptes classique, puisque justement, ils ont refusé de fournir des standards d'évaluation et plutôt essayer de pointer quels étaient les enjeux d'innovation. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé l'article vers une gouvernance générative. C'est, il nous semble, une forme de gouvernance qui, justement, sert à révéler les dilemmes stratégiques que les entreprises ont assez vite tendance à enterrer sous le sable, à faire l'autruche. Là où, justement, les enjeux d'innovation responsable, c'est quand on a des contradictions qu'on n'arrive pas à traiter avec les réponses classiques. Donc, comment les améliorer? Il me semble que, pour terminer rapidement, il y a peut-être il y a plusieurs points là. Je pense que le premier, quand on se ramène un peu à la diversité, parce que ce n'est pas le seul qu'on a observé, c'est d'éviter le risque pour la plupart de ces comités de mission de se rabattre sur une logique un peu de feuille de route, justement, avec des indicateurs quantitatifs, des pourcentages, des échéances, etc., qui est une sorte d'outil de gestion qu'on connaît bien et qui, en fait, a tous les défauts de la gouvernance par les nombres dont peut parler, par exemple, Alain Supiot. Et donc, c'est d'éviter cette focalisation unique sur la feuille de route. C'est utile, bien sûr, hein, d'avoir un mécanisme de suivi, mais ça ne suffit pas à justement avoir cette approche d'innovation responsable. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, évidemment, assurer les compétences, hein, c'est évidemment très, très difficile, mais notamment pas seulement les compétences sur la mission, mais aussi sur les activités de l'entreprise. Là, en fait, dans le comité de mission qu'on a étudié, on avait des gens qui s'y connaissaient très bien dans le secteur d'activité. C'est essentiel pour que ces gens-là comprennent quels sont les enjeux associés à la mission. Et puis peut-être un troisième point, mais là, je pense que c'est plutôt un vœu pieux, c'est comment réussir à former les comités de mission à des formes de référentiels d'innovation. C'est-à-dire justement, pas seulement référentiel du connu, mais référentiel de ce qui reste à inventer. Il y a des outils qui existent en théorie de la conception là-dessus, mais voilà, ce serait formidable si on pouvait les diffuser dans ces instances de gouvernance. Merci beaucoup, Kevin. Parfait. On aura l'occasion peut-être d'en discuter un tout petit peu tout à l'heure dans la troisième partie. Maintenant, je vais me tourner vers Nathalie Popiolek, qui est donc présidente d'Adéquate Consulting, donc, et qui est conseillère scientifique à France Stratégie. Donc, vous avez coécrit avec donc, Jean-Alain Aigreau le papier qui est intitulé A Model of Breakthrough Innovation, Simultaneity of Discovery and Invention. Et donc, Nathalie, je voulais vous poser la question suivante. On l'a vu, hein, donc la nature responsable de l'innovation demande, comme je disais tout à l'heure, hein, d'inclure dans le processus d'innovation des acteurs de diverses natures. Et la recherche devient de plus en plus participative également. Et donc, déjà, peut-être une première question sur pourquoi, selon vous, c'est important d'inclure des acteurs de nature différente dans ces processus d'innovation.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette table ronde que je trouve vraiment passionnante. Et vous avez vraiment raison de poser la question du comment. Comment fait-on de l'innovation responsable? On va déjà regarder comment on fait de l'innovation. On sait que dans le processus d'innovation, la recherche a un rôle clé à jouer dans tous les domaines. Et d'ailleurs, les nations investissent des moyens importants dans la recherche, parce qu'elles savent qu'elle va favoriser l'innovation. Donc, on voit France 2030, Horizon Europe, aux États-Unis, l'Inflation Réduction Act. États-Unis qui consacrent d'ailleurs à la recherche 3,4% du produit intérieur brut. Donc ça, c'est en 2021, avant la loi récente qui veut encore donner plus de moyens. Mais la question, finalement, c'est pas seulement de savoir combien, de porter sur le budget, mais aussi de savoir comment, donc comment organiser la recherche pour qu'elle soit vraiment favorable à l'innovation. Et face aux défis de transition auxquels nous sommes confrontés, et Isabelle Liotard a parlé en effet de problèmes pernicieux qui nous arrivent, nous devons bien penser, voire repenser le processus d'innovation pour être plus résilient, ça a été dit d'ailleurs, et pour développer de nouvelles solutions. Et peut-être en simplifiant la définition même de l'innovation responsable, dans notre article, on a considéré que ces solutions nouvelles en faveur de la transition souhaitée vers un monde viable, ce sont des innovations responsables. Et donc, les mettre comment les développer. Et là, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut inclure des acteurs de diverses natures. Cela permet de poser des questions de recherche autrement, de faire des pas de côté dans nos raisonnements, d'atténuer nos biais cognitifs. Là, c'est un petit peu, je peux prendre l'image de quand on voyage, on peut observer comment les défis de la transition sont abordés hors de l'Europe. La confrontation des cultures ressources fait prendre de la hauteur et aide à innover. Et les différences culturelles, donc elles ne sont pas simplement liées à des nations différentes, mais elles sont aussi associées à des diverses disciplines, à des diverses communautés. Et c'est les communautés de chercheurs différents qui qui nous ont intéressés dans l'article et nous sommes penchés donc sur participer au processus d'innovation des chercheurs universitaires et académiques théoriciens, d'une part, et d'autre part, des praticiens, ingénieurs industriels. Donc, on a pensé que pour innover, il faut donc développer le multiculturalisme dans les projets de R&D, croiser les cultures, c'est envisager donc des collaborations entre des laboratoires de recherche publics et des entreprises privées, toutefois en convenant d'un mode de collaboration qui soit astucieux et qui échappe au mode d'organisation traditionnel, puisque comme on l'a vu, on a des défis nouveaux à, à résoudre. Donc, on essaie d'aller au-delà d'une organisation traditionnelle du type technopush, où je suis un chercheur, par exemple en sciences des matériaux, j'ai mis au point une invention dans mon labo et je veux la transférer à tout prix dans l'industrie, sans que d'autres solutions plus intéressantes, plus responsables, n'aient été envisagées. Ou l'autre côté, c'est market pull, c'est-à-dire je suis par exemple constructeur automobile, je veux diminuer le coût de fabrication d'un composant d'une batterie ou bien augmenter la durée de vie. Je me tourne vers un labo pour qu'il m'apporte assez rapidement une solution en utilisant les connaissances qu'il a sur étagère. Donc, on voit que ces modes d'organisation ne favorisent pas suffisamment l'accroissement des connaissances ni l'apparition d'idées ou de solutions nouvelles. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Et donc, j'ai ma deuxième question pour vous, c'est dans votre article, vous mettez donc en évidence un modèle que vous appelez SDI pour simultané découverte invention. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement et nous dire en quoi il est intéressant pour répondre justement à l'injonction de l'innovation responsable? Déjà, alors pour l'innovation, donc ce modèle est issu de travaux
différents chercheurs et notamment de l'américain Narayana Murthy qui a mis en évidence la limite de cette vision de R&D linéaire pour expliquer que, en fait, faire travailler ensemble des chercheurs académiques et des chercheurs plus appliqués, c'était extrêmement fluctuant. Et ça faisait partie en fait des deux faces d'une même médaille où nous on a fait l'image dans l'article du yin yang. Donc il faut faire jouer les complémentarités pour améliorer à la fois les connaissances académiques et les idées, les solutions nouvelles et notamment les solutions responsables. Donc, on a essayé, grâce à un projet qui a été porté par le CEA, l'Université Paris-Saclay, en collaboration d'ailleurs avec l'École des Mines. On a recueilli une vingtaine de témoignages et analysé les modalités de coopération au sein de projets de recherche publics-privés qui ne suivent pas une organisation linéaire. Donc, l'objectif était de vérifier sur des exemples la performance du processus de type SDI et son impact positif sur la transition, avec, premièrement, essayer de vérifier que c'était bien propice aux idées nouvelles et à l'innovation, et deuxièmement, que c'était intéressant pour accompagner la transition souhaitée. Et c'est vrai que les chercheurs interrogés ont su projeter le fruit de leur recherche dans le futur afin d'estimer l'impact socio-économique potentiel, environnemental aussi, à plus ou moins long terme. Et c'est en ce sens qu'on le dit que ça peut aider à l'innovation responsable. Alors, juste un exemple, hein, vous disiez, on a recueilli une vingtaine de témoignages. L'exemple du témoignage qui vient du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Donc, les principaux champs d'investigation de cette EPI sont la connaissance géologique du sous-sol, les questions diverses qui sont liées au numérique, aux sciences de la donnée sont de plus en plus importantes dans ce domaine pour traiter des questions associées à la transition énergétique, à la capture et stockage du carbone, à l'économie circulaire, parce qu'il y a une bonne connaissance des matières minérales, la gestion des eaux souterraines, des sols pollués, etc. Eh bien, la collaboration du BRGM avec Total Energy a été très importante pour les deux, à la fois pour BRGM et pour Total Energy, parce que la compagnie pétrolière a pu fournir de très, très nombreuses données, donc elle a l'habitude d'utiliser pour le forage, des données d'observation que le BRGM n'a pas les moyens de collecter tout seul. Donc l'industrie s'apparente ainsi à une grande installation expérimentale pour le BRGM et elle obtient en retour un avantage concurrentiel grâce au savoir-faire et l'expertise des meilleurs scientifiques sur les objets du sous-sol. Donc on voit avec cet exemple que cette organisation orientée recherche simultanée découverte, invention, a permis de créer à la fois un impact scientifique pour le GRM et un impact socio-économique envers la transition environnementale et énergétique. Merci beaucoup Nathalie. Alors, je vous propose, Jean-Alain, je devais vous poser une question, mais je vous propose de peut-être la fusionner avec la dernière question que je vous poserai dans la partie « Et alors ?» si ça vous convient. Sinon, vous avez 2 minutes, mais pas plus, pour qu'on respecte un peu le timing. Donc, on peut continuer et puis vous pourrez agrémenter votre réponse dans la dernière partie. Donc, je vous propose de passer à la dernière partie de notre table ronde, qui pose la question du « et alors ?» Et donc, la question du « et alors ?» en posant la question des défis par rapport à l'innovation responsable. Et donc là, l'idée, c'est que je vais vous poser à chacun d'entre vous la question des défis concernant un peu votre niveau d'analyse dans vos différents papiers. Donc, je vais commencer avec Isabelle. Et ma question donc, pour toi, Isabelle, c'est quels sont les défis des politiques publiques en matière d'innovation responsable? Merci Valentine. Alors, très, très rapidement, puisque j'entends que le temps est compté, deux, trois points de réflexion hein, qui vont permettre peut-être d'ouvrir les questions. Nous, on pense qu'il y a d'abord une première réflexion,
c'est de poursuivre la construction de dispositifs souples et flexibles qui puissent intégrer rapidement le changement quand il survient. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est que notamment en Europe, alors que ça soit dans le cas des programmes H2020, puisque les concours ont commencé sous l'égide de H2020 et se poursuivre avec Horizon Europe, on a quelque chose qui est encore très cloisonné et peu flexible. Donc, on avance pas à pas. Donc, je pense que là, c'est un premier point vers lequel les politiques publiques d'innovation ont un défi de ce point de vue-là. Deuxième élément, les politiques publiques d'innovation, bien sûr, doivent donner des directions, mais sans éviter d'être trop top-down. C'est pour ça que l'inclusivité et l'adaptabilité sont importantes pour permettre justement d'avoir cette souplesse. Et puis, troisième élément de réflexion, et puis après je m'arrête là peut-être qu'on pourra y revenir, mais peut-être, alors là je pense tout particulièrement au concours d'innovation que l'on a étudié dans l'article, finalement, comment on peut les mettre en musique, en lien avec d'autres outils de soutien à l'innovation d'un point de vue un peu chronologique. Voilà, il y a des petites choses qui sont en train d'émerger, c'est encore naissant, mais voilà, de notre point de vue, alors très, très succinctement, 3 niveaux de défi. Merci beaucoup Isabelle et merci pour, ton esprit de synthèse. Kevin, du coup, je voulais te poser la question suivante. Quels sont les défis associés pour toi au comité de mission? Alors, très rapidement aussi, on peut en identifier plein, bien sûr, et j'en ai déjà parlé, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être deux grands défis qu'on peut retenir. Le premier, c'est comment faire de cet organe, quand il fonctionne, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire justement avec cet enjeu de soucis pour l'ouverture d'alternatives stratégiques, de connaissances manquantes, etc. Comment est-ce qu'on fait pour le faire fonctionner avec le reste de la gouvernance, qui, elle, n'a pas nécessairement changé. Donc ça, c'est, me semble-t-il, un premier défi. En particulier, aujourd'hui, il y a des grosses questions sur l'interaction entre comité de mission, conseil d'administration, avec des compétences. Ce que ça révèle, en fait, la société à mission, c'est à quel point les conseils d'administration sont très peu compétents sur les objectifs de mission et donc, je dirais, par extension, justement, sur tous ces défis pernicieux, ces grands challenges, en fait, dont on parlait tout à l'heure. En fait, les conseils d'administration sont assez faiblement compétents et donc ont surtout peur d'une forme de perte de pouvoir vis-à-vis du comité de mission. Donc ça, je pense que c'est un des premiers défis, comment reconstruire le reste de la gouvernance autour de cette notion de gouvernance générative. Et puis peut-être un deuxième défi, c'est comment justement apporter dans ce comité de mission les compétences qui permettent de lutter contre les biais, notamment que rappelait Nathalie à l'instant, et qui permettent justement de défixer, de rappeler l'enjeu d'innovation responsable, de sortir d'une approche décisionnelle ou évaluative pour aller vers une approche plutôt conceptive, de rouvrir les scénarios. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour soit trouver des membres de comité de mission compétents, soit les former et donc faire partie, commencer des formations aux membres de comité de mission qui mettent au moins le minimum sur ce que c'est que l'innovation responsable aujourd'hui. Merci beaucoup Kevin. Et bien je passe à Nathalie. Nathalie, quels sont pour vous donc les défis sur la collaboration entre entreprises privées et laboratoires de recherche publics? Pas beaucoup, c'est vrai que surtout si on cherche, à regarder le côté innovation responsable et éthique, donc on va multiplier, les défis. J'en citerai 3. Donc le premier, bien sûr, un chercheur, interviewé, du CEA l'avait si bien, imagé en disant qu'il fallait synchroniser les horloges entre le temps de la science, et celui de l'industrie. Donc la recherche académique a besoin de temps, pour agrandir le domaine de connaissances, pour comprendre, tester, revenir en arrière, alors que l'industrie est talonnée par la concurrence. Deuxième défi, c'est trouver les bons montages. Donc là, ça peut aussi faire le lien avec les politiques publiques. Albert Fert, qui a été interviewé aussi, prix Nobel de physique, a mis en avant les avantages des unités mixtes de recherche, comme celle à laquelle il appartient, l'unité mixte CNRS et Thales. Il y a aussi donc les laboratoires communs, les instituts de recherche technologique, les TSTIFRE et des lieux comme récemment donc l'inauguration à Paris du hub consacré à l'intelligence artificielle,
donc inauguré par Google. Mais attention au financement de la R&D par appel à projet, ANR, Europe, qui font travailler ensemble des chercheurs de cultures différentes, des ingénieurs et des théoriciens. Mais il ne faut pas que la finalité de ces projets soit trop petite, parce que sinon, on va revenir au biais que l'on a évoqué tout à l'heure. Et il faut ne pas lier les financements récurrents pour laisser aux chercheurs le temps d'approfondir les connaissances, d'explorer de nouveaux champs plutôt que d'exploiter leurs connaissances déjà acquises. Voilà. Et le troisième défi, ça va revenir vraiment sur le cœur même du sujet de la table ronde, à savoir la problématique de l'impact responsable de la recherche. Donc, un impact positif pour la transition. Donc, les chercheurs interviewés, comme je le disais tout à l'heure, ont bien expliqué cette question. Ils ont mis en avant l'importance de croiser les visions pour estimer les retombées sociétales de leur innovation, avec pluridisciplinarité, multiculturalisme. Et ça a été bien mis en avant par un chercheur de Microsoft dans le domaine du logiciel, qui nous a expliqué que les avancées en intelligence artificielle grâce à ces partenariats, ont donné des applications concrètes très variées dans le traitement des données tumorales, donc avec des médecins, ou dans le domaine de la préservation du patrimoine architectural. J'ai trouvé fortement intéressant d'avoir cette vision multiple, puisque pour les questions éthiques associées à l'intelligence artificielle, on ne pouvait pas avoir la perspective unique de l'expert en data science, qui ne voyait le monde qu'à travers son prisme. Donc oui, pour des chercheurs académiques associés à des projets avec des personnes du domaine du logiciel, mais des sociologues, des anthropologues, des philosophes, pour être en capacité de comprendre l'impact sociétal d'une innovation dans le domaine, donc respect de la vie privée, propriété intellectuelle, qu'on voit ChatGPT qui est accusé d'aspirer les articles, les œuvres, etc. Donc, la capacité de fédérer des visions très différentes autour d'un domaine permet d'aller plus loin dans la connaissance et d'être mieux armé pour réfléchir aux impacts à long terme des innovations dans la société. Mais il y a vraiment un paradoxe et ce n'est pas évident de trouver comment faire, puisque lorsque l'on a des visions différentes, ça conduit, et ça a été bien rappelé tout à l'heure par Jean-Alain, ça conduit à des éthiques différentes. Alors, comment converger vers un projet commun, un idéal commun? Comment appréhender l'éthique dans un processus multi-acteurs? Et j'ai été frappée, donc là, je reviens donc d'un voyage, et quand on regarde un peu plus macro, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050, l'Europe mise sur la sobriété, elle mise sur les technologies qu'elle entend être responsables. Les politiques publiques donnent vraiment un là. Elles mettent en place des règles, elles mettent des normes, des réflexes, des raisonnements, des nudges, pour qu'on aille tous ensemble vers ce nouveau mode de vie. Et l'Europe est vraiment en train de s'identifier comme avec sa culture qui est vraiment propre pour faire face à ces défis. Mais je me demande si cela ne risque pas de créer des biais cognitifs et restreindre finalement le champ des possibles. Quand on regarde par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, qui eux aussi ont pris vraiment à bras-le-corps la question de la transition, mais d'une autre manière, d'une autre façon, avec, rappelons-le, une force de frappe en termes de R&D qui est absolument énorme. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport aux défis qui sont devant nous, Européens. Merci Nathalie. Et ben, c'est parfait parce que ça fait la transition justement avec, Jean-Alain, sur l'aspect, des biais cognitifs. Mais, donc Jean-Alain, je vous laisse la parole pour nous expliquer un petit peu vous les défis justement que vous identifiez, par rapport, par rapport à tout ce qu'on a, discuté, précédemment. Merci de me donner la parole pour, en quelques minutes, de revenir sur la dimension philosophique du sujet, puisque c'est un peu l'objet de l'article que j'ai écrit avec René. Bon, la philosophie, on pourrait dire, oh, c'est bien compliqué, il n'y a pas de résultat opérationnel, donc laissons ça de côté. Oui, mais si les êtres humains laissent la philosophie de côté, bon, on peut les remplacer tous par l'intelligence artificielle, et voilà. Et puis s'ils disparaissent de la surface de la planète, c'est pas plus mal. Non, en tant qu'être humain, on a l'obligation de réfléchir.
D'ailleurs, toute notre civilisation, avec l'émergence de l'humanisme à la Renaissance, c'est justement la réflexivité. C'est-à-dire qu'avant d'agir, je n'agis pas de manière instinctive ou en respectant une morale imposée par la société qui ne se discute pas, etc. En tant qu'être humain, je réfléchis. Et je dis, voilà, avant d'agir, j'essaye de penser le sens de mes actes et les conséquences de mes actes. Alors, on a au cours de toute cette discussion aujourd'hui et dans les 2 numéros spéciaux, on cherchait à explorer la notion de responsabilité, donc en quoi l'innovation peut-elle être responsable? Alors, il me semble qu'avant de chercher à imposer la responsabilité, il faut d'abord choisir l'éthique de référence. Sinon, le problème est mal posé. Et alors, on a souligné le fait que le problème, c'est qu'il y a souvent beaucoup de manière éthique de voir les choses et qu'il peut y avoir des contradictions entre ces éthiques. C'est un des gros problèmes de notre société actuelle. Euh, alors, et l'éthique, c'est précisément la réflexivité. Alors, maintenant, il y a un grand défi à vouloir réintroduire l'éthique en recherche comme en innovation. C'est une des choses qu'on essaye de développer un peu dans notre article. C'est que pourquoi c'est difficile? Ben parce que historiquement, la science, qui est la référence de la recherche, et l'économie, qui est la référence de l'innovation, se sont construits en tournant le dos à la morale, avec des bonnes et des mauvaises raisons. Il fallait tourner le dos à la morale traditionnelle pour aboutir à une position plus moderne, basée sur la réflexion, la philosophie. Mais en fait, chacun de ces 2 domaines a fabriqué un système de valeurs qui lui permet d'échapper à la morale. La République des sciences s'est autonomisée par rapport à la morale pour devenir un système qui produit ses propres valeurs et son propre système d'évaluation. De qui est un bon chercheur, est-ce qu'il travaille bien, est-ce qu'il a des bons résultats, etc. Et le scientifique, en tout temps, dans la communauté scientifique, on ne supporte pas que des gens interviennent dans le système d'auto-évaluation de nos pratiques. Voilà, c'est quand même une manière de botter en touche une partie de la question de la responsabilité dans l'ensemble de la société. Et l'économie a fait pareil, à peu près dans les mêmes conditions, avec au siècle des Lumières, l'économie, avec l'émergence d'une philosophie ad hoc qui est utilitariste, a essayé de s'affranchir de la morale ordinaire. On peut citer Bernard Mandeville en 1714 qui nous dit que les vices privés font les vertus publiques. C'est bien commode. Alors évidemment, c'est très réducteur ce que je dis. Il faut voir comment ça continue avec Bentham, Smith, John Stuart Mill et des tas de gens. Bon, je referme un petit peu cette parenthèse. Donc, mais quand même, pour conclure sur le fait qu'on s'est libéré de la morale chrétienne, mais est-ce qu'on a produit une éthique qui est capable de la remplacer et de manière satisfaisante et opérationnelle, si je puis dire, pour ne pas être complètement en contradiction avec le bien-être de la société et au-delà de la société des humains, de tout le monde vivant. Parce que le problème de l'éthique de nos jours, c'est que autant on voit une explosion de cynisme de nos jours avec les crises politiques et militaires épouvantables que nous vivons, autant paradoxalement la réflexion éthique devient d'une infinie subtilité. Avant, on pouvait suivre l'impératif catégorique de Kant en disant il faut traiter autrui non pas comme un moyen mais comme une fin. Sauf que maintenant, le autrui, ce n'est pas juste les autres personnes, c'est aussi les autres êtres vivants, c'est les systèmes écologiques, c'est l'ensemble de la planète. Et il faut convoquer tous ces gens-là avant de prendre la bonne décision. Et dans une réflexion, alors c'est là que, je dirais, dans les grandes catégories d'éthique, il y en a quand même une qui est plus importante de nos jours, peut-être plus intéressante à suivre, qu'une vision trop rigoriste. C'est ce qu'on appelle l'approche conséquentialiste. Avant d'agir, l'éthique, ça consiste à imaginer toutes les conséquences de mes actions
surtout, et de dire, bon, ben, je fais ou je ne fais pas. Alors, vous voyez que c'est plus ou moins une mission impossible, mais on peut quand même essayer d'aller un petit peu dans cette direction. Et personnellement, moi, je vois un rapport, puisqu'il faut commencer à parler aussi un petit peu des solutions, comment est-ce qu'on peut avancer concrètement. Je trouve que ça redonne une force importante à la dimension prospective. Parce que, après tout, la prospective, c'est un peu la même démarche que l'éthique. Ça consiste à être une réflexion préalable à l'action. Donc, il faut d'abord imaginer toutes les futurs possibles et imaginables et ceux que mon action va influencer avant de décider ce que je fais. Bon, la prospective, c'est mission impossible, mais n'empêche qu'on va quand même la faire un peu, au moins. Mais de nos jours, et je terminerai là-dessus, il faut probablement inventer de nouvelles formes de prospective, et c'est en train de se faire, qui sont un peu plus basées sur des narratifs, sur des sortes de dialogues un peu science-fictionnels entre des générations séparées par des décennies, etc. De discuter avec des parties prenantes qui ne sont pas des humains, mais auxquels il faut quand même donner la parole. Bon, la prospective narrative est en train de se développer très fortement et je pense qu'elle va dans le bon sens. Et pour terminer sur une note positive, je dirais que le narratif, d'une manière générale, est probablement quelque chose qui est très important. Je crois que la responsabilité, l'évolution du sens des responsabilités se fait. Elle se fait aussi beaucoup d'une génération à l'autre. Et ce qui forme les générations futures, c'est des narratifs qu'ils entendent. Peut-être que c'est plus important que les protocoles éthiques et les politiques. C'est de proposer des visions dystopiques ou utopiques des avenirs possibles et de permettre aux gens de se situer par rapport à cela. Voilà, c'est ma conclusion un petit peu personnelle. Merci beaucoup Jean-Alain. Merci vraiment beaucoup à tous et toutes. C'était, vraiment une table ronde très, très riche. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, pour vos contributions. Alors je vous propose maintenant, parce qu'on a vraiment peu de temps, donc peut-être d'écouter, Pierre-Jean, Barlati nous présenter un peu les grandes conclusions, du numéro spécial, assez rapidement, et comme ça on aura un peu de temps pour les questions-réponses. L'idée, ce serait de se garder 10 minutes pour, la partie questions-réponses, et n'hésitez pas à, mettre vos questions dans le chat. Voilà. Pierre-Jean, je te laisse la parole. Très bien, merci Valentine. Bon, merci à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour ces échanges, ces débats, tous les points que vous avez amenés pour cette table ronde. Personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant. Dommage que ça dure pas un petit peu plus longtemps. Moi, je vais vous parler un petit peu aussi des quelques éléments qu'on a essayé de mettre en exergue un petit peu dans les éditoriaux des numéros spéciaux, pour essayer de mettre en valeur un petit peu tout votre travail, vous en tant qu'auteur, et puis pour intéresser aussi les collègues sur ce concept d'innovation responsable, où en fait on se rend compte qu'il n'a pas livré encore tous ses secrets. Je vais vous parler peut-être plus en quelques mots de l'édito qu'on a fait pour le numéro spécial en anglais. On s'est interrogé sur, en fait, quid du concept d'innovation responsable. On voulait se dire, mais finalement, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Et on va essayer de voir si, en creusant la perspective de ce concept, son origine, sa robustesse et le futur qu'on pourrait lui associer, on voulait voir un petit peu si c'était une piste de recherche intéressante. Et pour ce faire, on a donc conduit une analyse bibliométrique du concept et on a trouvé des choses intéressantes qu'on a voulu partager un petit peu avec toute la communauté à travers cet édito. Donc, en faisant cette recherche, on s'est rendu compte que, en fait, l'innovation responsable, les travaux commencent vraiment à monter en flèche à partir des années 2012-2013, qui correspond en fait à l'avènement un petit peu de la convergence de différents phénomènes. Le premier, c'est que on a à cette période-là, on a un article un peu structurant. Je dirais pas fondateur parce que c'est pas vrai, mais c'est un article qui a eu pas mal d'écho, qui traite de l'innovation responsable, qui est le framework proposé par Stilgo et ses collègues dans Research Policy, le framework sur l'innovation responsable, avec 4 dimensions, 4 caractéristiques.
et qui lui, est un des articles les plus cités, vraiment qui fait référence dans le domaine. Mais c'est l'époque aussi où on en a parlé un petit peu avant, on a les préoccupations au niveau de l'Union européenne en matière d'incentives pour la recherche avec le programme Horizon H20, tout, qui proposait un cadre d'analyse, enfin un framework d'innovation responsable. Donc en fait, quand on voulait demander un financement sur un projet, il fallait y réfléchir et montrer quelque chose sur la responsabilité de ce qu'on allait faire. Et c'est aussi le moment où le Journal of Responsible Innovation a été créé. Donc, à partir de là, on a vraiment une montée en flèche des publications sur le thème. Mais quand on analyse un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans, on regarde un peu la nature des articles qui sont proposés, on se rend compte qu'en fait, il y a un peu une nichification du concept qui avait un peu de mal à devenir mainstream, où à partir de là, c'est vrai qu'on avait une flèche des publications, une montée en flèche, mais on se rend compte que la grande majorité des articles qui étaient publiés, elle était dans le cadre du Journal of Responsible Innovation. Donc, on pouvait se poser la question finalement comment ça se fait qu'un concept aussi important, aussi intéressant, aussi fondamental, et quelque part aussi peu d'écho dans la communauté scientifique. Donc, on a regardé un petit peu la nature des travaux qui ont été faits, on a trouvé vraiment deux communautés de recherche qui ne se parlaient, qui dialoguaient pas véritablement les unes avec les autres, où en fait, on se rend compte que les travaux qui sont publiés sur l'innovation responsable sur les 10-20 dernières années, on avait une partie qui s'intéressait à l'innovation et au développement durable, et une partie qui était plus orientée sur l'éthique, l'humain et la notion de responsabilité en soi. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez en tête ce tableau de l'école d'Athènes de Raphaël qu'on voit au Vatican, c'est un peu comme si on demandait justement aux philosophes, enfin moi ça me fait penser à ça, si on interrogeait Platon et Aristote qui sont au centre du tableau, on leur dit voilà, qu'est-ce que pour vous l'innovation responsable? On aurait Platon qui désigne les choses du ciel et qui parlerait d'éthique probablement, et Aristote qui désigne les choses de la terre et qui parlerait du coup de développement durable. Donc on voit vraiment des échos différents sur le thème de la manière d'appréhender, de concevoir cette notion, ce concept d'innovation responsable. Et en analysant un peu plus ces travaux, on avait aussi d'autres éléments, qu'en fait, beaucoup de travaux adressant l'innovation responsable étaient plutôt descriptifs. C'était des travaux qui sont plus orientés vers l'exploration du concept, qui cherchent encore un peu à se positionner, en fait, au regard des théories existantes, où on voit les auteurs qui cherchent un peu à baliser, à faire émerger un nouveau paradigme, qui n'est pas encore théoriquement bien fondé, bien solide, bien robuste. On a remarqué aussi qu'un des reproches qui était fait à la littérature sur l'innovation responsable était plutôt assez optimiste, voire un petit peu naïve, au sens où, on pointe des choses, mais souvent la part belle est faite à la belle histoire plutôt qu'au fondement théorique et à la robustesse de la recherche. Donc, par rapport à tout ça, on a fait une série de préconisations, donc là aussi pour essayer un petit peu de créer des liens, de créer des ponts pour on va dire réconcilier ou essayer de concilier davantage ces deux écoles de pensée quelque part sur l'innovation responsable. Et on s'est dit que finalement, malgré le framework de Stilgo et de ses collègues, il faudrait les conséquences, c'est qu'il faudrait que les travaux sur l'innovation responsable essaient de s'ancrer davantage sur des théories plus mainstream et essayer d'embrasser la complexité du concept plutôt que d'atténuer la dimension dans les cette dimension-là qu'on peut voir dans les travaux existants, un peu trop simplifiés quelque part, sur le côté, on a vu, vous en avez parlé, réflexivité, interaction, etc. On a peu de travaux qui s'interrogent vraiment là-dessus sur les processus en fait d'innovation responsable. Et donc on finit cet édito en proposant 4 pistes de recherche futures qui sont fondées sur les travaux qu'on a reçus pour le numéro spécial. Encore une fois, merci pour toutes vos contributions. J'espère que vous êtes contents du rendu et de ce que ça peut donner. Donc, on propose 4 grandes pistes de recherche, un peu pour concilier ce côté éthique et ce côté développement durable. Ces 4 pistes, brièvement, il faut on propose de mieux intégrer le développement durable dans l'innovation, combiner la viabilité économique et la responsabilité environnementale et sociale directement dans les processus d'innovation.
On a parlé de gouvernance et de politique incitative pour l'innovation responsable. Là aussi, c'est une piste de recherche qu'on met en avant pour encourager l'innovation tout en respectant des principes de durabilité et d'éthique. Troisième piste, c'est de favoriser, développer des innovations, cette fois-ci plus originales, disruptives, un peu plus breakthrough, un peu plus de découvertes dont on a besoin pour répondre aux défis mondiaux en travers la responsabilité. L'innovation, elle a aussi pour vocation d'être responsable en ce sens-là, d'aider aux grands challenges, aux défis de demain. Et enfin, pour finir, là aussi, on insiste un petit peu sur le rôle des institutions éducatives et des modèles éducatifs de demain pour former la prochaine génération d'entrepreneurs et d'innovateurs, se concentrer davantage sur des pratiques responsables et durables. Donc voilà, les 4 pistes, les 4 ponts qu'on propose pour essayer de réconcilier un petit peu plus éthique et développement durable. Et c'est tout simplement ce qu'on a pu noter dans tous vos travaux, et en espérant que ça fasse une synthèse un petit peu qui rende justice à tout ce que vous avez fait, à tout ce que vous avez vu. Merci beaucoup Pierre-Jean et merci vraiment à toutes et tous. Alors il y a 2 questions dans le chat, peut-être un peu plus, ouais non 2 questions. Donc je vais vous les poser. Je vais poser les 2 en même temps et puis ceux qui veulent, répondre, répondent. Voilà, on va faire comme ça. Donc la première question, c'est de Mustapha qui pose la question suivante: «Pensez-vous que les termes innovation soutenable et innovation responsable sont complémentaires ou interchangeables? Et quels termes devrons-nous adopter pour couvrir la complexité économique, sociétale et environnementale de ce nouveau type d'innovation?» Donc plus une question sur la définition même de ces concepts et l'utilisation de ces concepts peut-être plus au niveau théorique et dans la littérature. Et la deuxième question, donc, c'est nous savons que l'objectif premier des firmes est de soutenir le profit qui pourrait potentiellement aller à l'encontre de leur mission, sachant que celle-ci est attribuée. Avez-vous rencontré ces problèmes et comment les comités et politiques envisagent de résoudre ces problèmes? Voilà, alors qui peut prendre la parole sur ce sujet-là, sur à la fois l'aspect peut-être plus théorique ou l'aspect justement plutôt comité de mission, qui concerne peut-être plus Kevin? Voilà, c'est un peu ouvert, je ne sais pas qui veut répondre. Je veux bien commencer à répondre. Je ne me risquerai pas à répondre à la première, mais je veux bien répondre à la deuxième. Euh, Très rapidement, la mission, les entreprises la choisissent elles-mêmes, hein. Ce sont souvent les dirigeants qui sont à l'origine des projets qui visent à rédiger la mission et ensuite elle est adoptée en assemblée générale. Donc, l'idée que l'objectif premier des firmes est de soutenir le profit, en fait, c'est cette idée-là qu'il faut réviser à partir du moment où c'est l'assemblée générale elle-même, donc les actionnaires, donc ceux qui, a priori, sont les destinataires des profits au sens de ce qui reste, le bénéfice, etc., qui acceptent d'intégrer une mission dans leur statut. Donc, je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, peut nous donner un peu d'espoir sur la manière de soutenir les enjeux de responsabilité dans l'innovation. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de parties prenantes, y compris les actionnaires, qui s'intéressent justement à formuler les bonnes missions pour inciter le management à prendre en compte ces questions d'éthique, de responsabilité, de tension, de paradoxe, de challenge, etc. Merci beaucoup Kevin. Moi je veux bien répondre peut-être à la première question, Si tu veux, parce que c'est un peu écho à ce que je viens de dire. Tu vas-y, commencer, tu compléteras si tu le souhaites. parfait. Du côté, alors c'était complémentarité en termes d'innovation soutenable, innovation responsable. En fait, quand on analyse la littérature, on voit qu'on a deux faces, deux pendants deux communautés qui dialoguent pas vraiment, mais qui étudient, qui se revendiquent étudier le concept d'innovation responsable. D'un côté, on a tout ce qui est éthique humain, de l'autre côté, on a le côté développement durable et innovation en particulier. Donc, je pense que ça répond à la question. C'est assez factuel parce que c'est issu d'une analyse bibliométrique. Après, ça peut se discuter. Je ne sais pas si tu veux compléter, Valentine. Non, la seule chose que j'allais dire, c'est qu'en effet, on voit aussi qu'il y a un foisonnement en fait de différentes, dénominations, parfois qui recouvrent les mêmes réalités ou pas justement et je pense qu'il y a un gros travail à faire, il y a un gros travail à faire de hiérarchisation, on va dire, hein, de toutes ces,
tous ces concepts pour comprendre quelle réalité chaque concept couvre ou pas. Mais ça revient complètement à ce que disait Pierre-Jean, parce qu'en effet, on voit aussi que finalement ces concepts, ils émergent de communautés différentes qui ne parlent pas vraiment entre elles. Donc du coup, on a une hétérogénéité de la littérature par rapport à ça. Et c'est pas forcément étonnant, c'est un concept qui est multiface, donc on s'intéresse principalement à une ou deux faces. C'est compliqué de tout adresser aussi. Je ne sais même pas si c'est possible. Complètement. Oui, ça revient d'ailleurs à un défi que je n'avais pas relevé, mais dans le fait de vouloir faire travailler beaucoup de monde en même temps dans un processus d'innovation. Moi, je le vois concrètement quand je travaille avec des milieux différents, des communautés différentes. Non seulement il y a des questions de vocabulaire, mais il y a aussi des questions des choses tacites. Et tant qu'on n'a pas démasqué que de façon tacite, on voyait pas exactement la même chose, on a du mal à être dans le même processus. Donc, c'est des points aussi importants à considérer lorsqu'on est dans ce type de processus innovant. Complètement, oui. Parfait. Alors, je vois, il y a pas forcément d'autres questions, et comme je vois qu'il est déjà 14h31 et que nous avons déjà dépassé le temps et que je pense que tout le monde a d'autres choses, à faire par la suite, je vous propose de clôturer cette session, et je vous remercie vraiment encore, toutes et tous, pour vos interventions et pour vos contributions. Alors si ce format, donc déjà ce format-là, vous pouvez le retrouver, il y aura un replay, sur la chaîne YouTube du RRI. Je vous incite à y aller si vous avez envie d'y aller, pour revoir cette séance en replay. Et puis si ça vous a plu, si le format vous a plu, n'hésitez pas, en fait, il y a régulièrement des webinaires qui sont organisés dans le cadre des Mardis de l'innovation. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du RRI pour pouvoir vous abonner et être au courant des derniers, événements. Voilà, je vous remercie, toutes et tous pour ce webinaire. Merci pour l'organisation, Valentine. Merci Valentine. Oui. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci Valentine, bonne journée. Merci, bonne journée à vous tous.